Madame Pauline n'est pas la femme de Ben Archat, et son bouygues de la rue de Chazelle n'a rien à voir avec le château fort du défunt. Mais Charlotte n'a rien à voir avec mes fonds de bouillon. Ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Le communisme n'a rien à voir là-dedans. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est pour le cinéma ou la télé? Le monde des rêves, les limbes, une fanfare et un casting 5 étoiles, deux films qui à première vue se ressemblent beaucoup mais qui en fait n'ont rien à voir. Bienvenue dans Rien à voir les films, épisode 17, dernier épisode avant l'été, parce qu'on va faire une pause et on reviendra en septembre. Toutes les 2 semaines, on parle de deux films qui nous plaisent, on les compare, on les décortique pour trouver des points communs et des points de divergence, et puis on fait des digressions pour parler de tout et n'importe quoi en lien avec le cinéma et avec ses films. Et d'ailleurs, si le podcast vous plaît, vous pouvez le noter, le partager à vos amis, à votre famille fans de cinéma. Vous pouvez vous abonner sur YouTube, en podcast, partout. Maintenant, on est absolument partout. Et si vous souhaitez nous envoyer un petit message, vous pouvez nous l'envoyer sur notre compte Instagram. Et le lien est dans la bio de ce podcast, bien évidemment. Et aujourd'hui, comme d'habitude, je suis avec Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour Thomas. Et également avec Anouche, deuxième épisode avec nous. Et oui, bonjour Thomas. Et aujourd'hui, on parle de deux films qui ont pour thématique commune le rêve, le monde des rêves. Le premier, c'est donc Inception, de Christopher Nolan, très connu, un film à gros succès. Un film qui a retourné le cerveau de tout le monde à sa sortie, en fait. Un film qui a retourné le cerveau de tout le monde à sa sortie de par son génie visuel, sa mise en scène et son scénario très complexe et un peu alambiqué. Et le deuxième, c'est donc Paprika de Satoshi Kon, que je suis allé voir, parce que tout le monde disait que c'était le film sur lequel Christopher Nolan avait tout pompé pour son Inception. Et ça m'a un peu plus retourné le cerveau, parce que c'était assez exceptionnel. Mais donc, on va commencer par résumer ces films. Benjamin, de quoi ça parle, Inception ? Alors dans Inception, on suit Dom Cobb, interprété par Leonardo DiCaprio, qui est un extracteur de rêves. Qu'est-ce que c'est un extracteur de rêves ? Alors c'est quelqu'un qui s'approprie les secrets d'un individu, on va dire en s'infiltrant dans son subconscient pendant qu'il rêve, pour lui soutirer des informations, des secrets professionnels, tout ça. Cobb, c'est un maître dans la matière, mais c'est aussi un fugitif qui est recherché pour un meurtre qu'il aurait commis. Et pour retrouver ses enfants, il va devoir réaliser l'impossible, c'est-à-dire l'Inception. Alors l'Inception, qu'est-ce que c'est ? Alors il s'agit d'un procédé où on implante une idée dans l'inconscient d'un individu. Sauf que, évidemment, c'est une pratique, c'est une manœuvre très très difficile, dont on ne revient pas forcément. Mais si la tâche n'était déjà pas assez dure, Dom et son équipe vont devoir faire face à des circonstances, on va dire, plus ou moins inattendues. C'est ça, en fait, dans le film, tu as deux concepts. Tu as l'extraction, c'est récupérer une information, comme on le voit au début quand il va chercher des documents confidentiels dans la tête de Saito. Oui. Et l'Inception, c'est l'inverse, c'est implanter une idée qui va germer pour, après, influencer les actes de la personne en question. Voilà. Et donc, Paprika, est-ce que c'est vraiment la même chose ou pas du tout ? Alors pour le coup, Paprika, l'histoire, c'est pas du tout la même. Donc, dans un futur proche, on a une machine, la Decemini, qui permet d'entrer dans les rêves des patients afin de faire de la thérapie. Et donc on suit une thérapeute, Atsuko Shiba, qui vogue ainsi dans les rêves de ses patients sous les traits de son alter ego, on va dire, qui s'appelle Paprika. Et lorsque les prototypes de la Decemini sont volés et que le directeur menace de stopper les recherches, Paprika doit se lancer à la recherche des voleurs avant que les hallucinations collectives ne deviennent complètement ingérables. Et donc déjà, on voit que ça n'a rien à voir. Le concept en soi n'est pas le même. Il y en a un, on s'infiltre dans les rêves des gens pour un but thérapeutique, et en plus le concept va être volé. L'autre, c'est pour du bénéfice, pour le bénéfice de certaines entreprises. C'est ça, Dom Cobb, c'est un extracteur qui bosse pour des multinationales. Pour le capitalisme. C'est ça. Exactement. Mais ça, on y reviendra plus tard. Moi, j'ai envie de commencer, comme d'habitude, par l'ouverture des films. Comment ça commence ? Eh bien, ça commence directement dans le concept. Donc, on a Inception, on arrive sur la plage qui va revenir un petit peu tout le temps dans le film, et qui est donc la fin du film, techniquement. Et immédiatement, on va nous confronter au concept du rêve, des rêves imbriqués. Immédiatement, on va voyager dans plusieurs niveaux de réalité, et ce qui fait qu'on est un peu complètement perdu, comme souvent dans les films de Nolan, où je pense notamment à Tenet, qui s'ouvre un peu de la même manière, où on ne comprend pas tout, et après, on t'explique petit à petit, et tu te dis « Ah, d'accord, j'ai compris ce qui s'est passé ». Et Paprika, alors l'ouverture est quand même assez particulière. On s'ouvre dans un cirque avec une petite voiture qui arrive et un clown immense qui sort et qui fait « It's showtime !» J'adore.
Et je suis pas objectif sur le film, j'adore le film. Et en fait, on s'ouvre directement dans le rêve de l'enquêteur qui est complètement psyché. Et ensuite, on comprend qu'on était en pleine séance de thérapie. De thérapie avec Paprika qui va pouvoir revisionner les rêves. Comme pendant du montage. Exactement. Ouais. C'est fou. Après, ce que tu disais par rapport à Tenet, c'est très juste. Mais pour le coup, je trouve qu'Inception est beaucoup plus facile à comprendre que Tenet. Inception, je l'ai vu, la première fois que je l'ai vu, j'ai tout de suite compris. Alors que Tenet, bon, je l'ai vu qu'une seule fois, mais j'ai rien pité. Et même en regardant après des vidéos YouTube qui expliquaient comment le film il fonctionnait. Il y en a, ils font des schémas pour t'expliquer. À ce moment-là, on est là. Ouais, c'est un peu particulier, mais maintenant ça va. Faudrait que je le revoie. Je pense que ça irait mieux, mais... Il y a des gens qui ont fait des schémas aussi pour Interstellar, pour comprendre ce qui se passe dans Interstellar. Oui. En vrai, c'est des films où l'histoire n'a pas tant d'importance que ça. Il faut plus se laisser porter par l'ambiance du film, et c'est ça qui est compliqué au premier visionnage, justement. C'est de se dire, ok, je vais pas forcément essayer de comprendre tout ce qui se passe dans le film, et plus me laisser porter, et c'est un peu contre-intuitif. Mais pour le coup, dans Inception, comme dans Tenet, il y a cette volonté aussi un petit peu de perdre le spectateur, avec notamment des discussions qui commencent à un endroit, qui continuent à un autre endroit, et on se téléporte comme ça pour continuer des discussions, ce qui fait qu'on a du mal à suivre. C'est le principe même du rêve, tu sais jamais quand est-ce qu'il commence, ouais. Et t'as pas vraiment de contexte, et parfois tu te retrouves dans des situations complètement alambiquées, et c'est normal, faut juste continuer. Mais justement, ce que je trouve intéressant dans Inception, contrairement à Tenet, bon là on parle beaucoup de Tenet, mais c'est que les discussions qui suivent dans des endroits différents sont justifiées par le monde du rêve, justement par le contexte. Et notamment, il y a beaucoup d'éléments de mise en scène, des ralentis, qui sont pas juste là pour un objectif esthétique, qui sont là justement parce que c'est justifié par la différence de temps. Alors que dans Tenet, on sent davantage la volonté de semer le spectateur, puisque, mettons, ils vont être à une table en train de parler du concept, et puis ensuite ils vont être dans la rue avec le bruit des camions, et puis... Bon, c'est un peu plus compliqué à suivre. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on parle de Christopher Nolan dans ce podcast, qui était quand même un réalisateur majeur, on va dire, de notre siècle. Donc voilà, il faut une première atout. On a déjà parlé d'autres grands réalisateurs dans ce podcast. Donc si vous voulez qu'on parle d'autres films de Christopher Nolan, parce qu'il y a des choses à dire. Il y en a quelques-uns. Ouais, n'hésitez pas, encore une fois, sur Instagram ou dans les commentaires de la vidéo. C'est pas la première fois que Satoshi Kon se fait adapter de manière plus ou moins directe au cinéma. Il y avait notamment eu le cas de Black Swan, de Darren Aronofsky, qui avait beaucoup pompé sur... Perfect Blue. Perfect Blue, merci. Et qui avait notamment repris des scènes quasiment plan pour plan. Alors pour le coup, il avait demandé l'accord de Satoshi Kon pour faire le film. Je ne sais pas s'il y a eu un contact entre Nolan et Satoshi Kon, qui, je ne sais pas s'il était mort déjà à ce moment-là. Puisque Satoshi Kon est mort, c'est un des plus grands génies de l'animation japonaise et il est mort. Alors apparemment, Nolan aurait cité Satoshi Kon comme une de ses aspirations pour le film. Tu m'étonnes. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a eu... J'ai pas trouvé de... Est-ce qu'on peut vérifier la date de la mort? Attends, 2010, sa mort. 2010 ah bah... et c'est sorti en 2010. Ouais, Inception, il a dû le tourner en 2009, au moins. Ouais. Alors après, il est mort d'un cancer. Ouais. Et en même temps, j'ai vu les making-of du film. Et on le voit dans son studio. Dans chaque plan, il a une clope au bec. Et tu vois, sur un certain plan, le cendrier en fond. Il est rempli. Il est rempli. Et tu te dis, waouh, ok. Bon, le mec bossait dans une ambiance de clope sur clope. C'est pas étonnant non plus. Oui, bon, avec le niveau de stress aussi qu'il devait subir. J'imagine. Voilà. Et d'ailleurs, au niveau des plans un peu pompés, il y avait aussi, pareil dans Perfect Blue, je sais pas si tu te rappelles, il y a une scène où le personnage est recroquevillé dans une baignoire. Oui, mais c'est de ce genre de plan. Et Requiem for a Dream, pareil. Voilà. Aronofsky, encore. Il y a des scènes en commun dans ces deux films, notamment celle qui paraît un peu évidente, c'est la scène du couloir. Alors pour le coup, c'est une scène de combat dans Inception, avec ce couloir qui tourne dans tous les sens, qui a été construit en réel d'ailleurs. Ça, c'est assez fou quand tu vois les vérins gigantesques qui servent à faire tourner le truc, tu te dis waouh, c'est incroyable. Ils avaient fait pareil pour la saison 1 de Euphoria. Oui. Okay. Il y a une scène où le personnage de Zendaya justement marche à travers le couloir. À travers le couloir, voilà. Mais avec tous les autres figurants qui pour le coup eux restent
avec la bonne pesanteur parce qu'elle est droguée. Mhm. Et pour le coup, comment il s'appelle, Joseph Gordon-Levitt, il est tout seul dans le couloir. Ouais. Enfin, il y avait quand même Avec un type, cascadeur. mais ils sont tous Mais les deux, ils sont voilà, tous les deux dans ils la suivent même la physique du position, couloir. oui. C'est-à-dire que quand ils se retournent, ils sont obligés de s'agripper, etc. Ouais. Mais donc ouais, de toute façon, c'est toujours le genre de plan où quand t'as le budget pour le faire, Bah, tu le ouais, fais. Et vas-y, oui. vas-y, Et oui, fais-le. oui, oui. D'autant plus quand c'est pratique. Enfin, fait avec des décors réels. Et d'ailleurs, pour les scènes en pesanteur, Oui. en fait, ils ont mis le décor à la verticale. D'accord. Et en fait, il descendait comme en rappel, en fait. D'accord. Et Ok. il avait dit notamment que pour son entraînement, il s'était renseigné auprès de gens qui avaient déjà expérimenté la gravité zéro. Mhm. Il disait en fait, c'est fou parce que tu te sens hyper détendu. Et dans le film, c'est vraiment l'inverse parce que bah, du coup, comme il y a la gravité, Mhm. il était hyper tendu, il tendait tous ses muscles. Et il devait faire ce genre d'être détendu, ce qui est assez compliqué. Mais le résultat marche très bien. Il est fort, ce Joseph. Et donc, la scène du couloir dans Paprika, c'est Ouais. une scène qui revient régulièrement dans des contextes un peu différents, puisque c'est une scène qui vraiment évolue dans le film, Mhm. avec notamment au début ce couloir qui devient mou et qui l'emporte ailleurs. C'est assez étrange comme scène. Ouais. Il y a notamment la scène de l'ascenseur qui revient dans les deux films. Oui. Oui. Un ascenseur pour explorer des décors différents. Et des décors qu'il ne faut surtout pas explorer Et des d'ailleurs, décors qu'on n'a pas envie soit qu'on n'a pas forcément envie d'explorer, soit qui sont bloqués. qui sont bloqués, exactement. Ouais. Et on a aussi la scène du miroir. Exactement. Voilà. Alors les différentes, le miroir, c'est un concept qui revient à plusieurs moments dans Paprika, avec cette idée du personnage qui se duplique un peu à l'infini, et ce miroir qui vient se briser, notamment à un moment donné. Et donc dans Inception, c'est sur le pont de Bir Hakeim à Paris, hein, et qui m'a fait bizarre parce que d'ailleurs, ça faisait très longtemps que j'avais pas revu Inception, et pendant que je bossais à Paris, j'ai bossé 4 mois à Paris, et il y avait vraiment cette petite passerelle en bois que je prenais tous les jours au niveau du métro Passy, pour ceux qui connaissent, et c'est vraiment DiCaprio et Elliot Page. Elliot Page, du coup ils passent vraiment sur cette passerelle. J'étais en mode je connais cet endroit, c'est fou. Et oui, puisqu'elle explore un endroit qu'elle connaît et elle n'a pas le droit. Dans les deux films, ça sert à explorer un peu plus dans le rêve des endroits qui sont un peu cachés, et puisqu'on a donc ce personnage Et de Paprika qui est dangereux, qui à un moment donné s'infiltre dans un rêve justement, et il va trouver ce miroir et explorer un endroit un peu plus dangereux. Et c'est la même chose pour Elliot Page dans Inception. D'ailleurs, le personnage d'Elliot, donc Ariane, je trouve que son personnage est super intéressant, enfin est super utile, parce que vu que c'est dans le film, c'est la petite nouvelle de l'équipe, forcément on va dire que Cobb il lui fait le tuto entre guillemets, et qui lui apprend comment ça marche, qui, pourquoi. Donc évidemment pour le spectateur c'est de l'exposition, mais de la bonne exposition. Oui. C'est-à-dire que c'est logique que le personnage en parle, et ça rend le truc beaucoup plus digeste. Alors oui, certes, souvent c'est pratique d'avoir un personnage qui est nouveau dans un concept pour l'expliquer, mais je trouve que dans Inception, c'est fait qu'une telle maîtrise. C'est bien exploité parce qu'elle est nouvelle, mais elle va pas rester juste la petite nouvelle, elle va être celle qui va servir entre guillemets de thérapeute pour Cobb. Et d'ailleurs, Christopher Nolan s'était inspiré du personnage de Paprika pour écrire Ariane. Ça m'étonne pas. Ça se voit. Surtout qu'en plus, elle fait partie de l'équipe parce que c'est une architecte, elle fait ça, des études d'architecture. Oui. C'est parce qu'elle est très talentueuse. Et c'est pour ça qu'elle est dans l'équipe, et elle prouve sa valeur, justement. Tu vois, ça aurait été facile d'oublier qu'elle est douée et juste d'en faire la nouvelle qui sait pas trop comment ça fonctionne. Donc c'est bien. Enfin, je trouve que chaque membre de l'équipe a, même s'ils sont pas forcément tous ultra développés, ils sont très attachants, je trouve. Même les personnages les moins présents, comme Youssouf, qui reste lui au premier strat de rêve pour pour conduire les autres. Il est suffisamment, je trouve, attachant pour qu'on ait peur pour lui. C'est un moment dans le van, ouais. C'est marrant parce que tu dis que c'est la petite nouvelle, Ariane. Et au-delà de lui expliquer comment ça marche, c'est surtout qu'elle va expérimenter. Et elle va vraiment expérimenter pour le coup. Et elle va voir tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on ne peut pas faire. Et notamment, donc ils vont se relier à cette machine. Ils ont une machine qui permet justement de voyager dans les rêves. C'est un concept qui n'a pas de nom, tu vois. Non. Et la machine n'a pas de nom non plus. Et on ne sait pas comment elle marche, on ne sait pas qui l'a inventée. On comprend vaguement le concept de chacun a un peu sa machine où il va créer ses niveaux dedans pour pouvoir voyager dedans. Et notamment le niveau des limbes qui a été construit par DiCaprio et Marion Cotillard. Alors que dans Paprika, la DC Mini, c'est vraiment le cœur du film. On va suivre l'équipe de scientifiques qui a créé le concept, qui l'a
testés et qui l'utilisent régulièrement, qui se font voler le concept. Et on va vraiment nous expliquer un petit peu comment ça marche, comment est-ce qu'on se relie, comment après on récupère les informations, tout ça. Et c'est vraiment, pour le coup, une grosse différence entre les films. Au-delà de ça, on parlait de la scène du couloir où le couloir devient mou. C'est vraiment une différence fondamentale dans les décors, je trouve, des films. Inception, c'est un film qui est très rigide. C'est très carré, c'est même cubique, vraiment. Alors que Paprika, les décors sont fluides, limite liquides. Quand le personnage du policier traverse à travers la toile, même on a des personnages qui rentrent un peu, qui fusionnent les uns dans les autres à plusieurs moments. On a une c'est très fluidité organique, du rêve. ouais. Mais justement, ça c'est un truc qui fait que je préfère Paprika à Inception, c'est le côté... Dans Paprika, c'est des rêves hyper hauts en couleurs, hyper bruyants, hyper... Ça explose dans tous les sens. Et dans Inception... C'est onirique. C'est onirique à fond. Dans Inception, c'est très le style de Nolan, justement. C'est costard-cravate, c'est bleu. C'est rigide, c'est bleu, et c'est un truc qui... En fait, c'était ma partie préférée du film d'Inception, c'est le début avec Ariane qui expérimente, justement. Parce que là... Il y a une certaine folie visuelle quand ils sont à Paris, avec justement tous ces trucs qui explosent, qu'ils ont aussi fait en vrai. Ils ont Est-ce que vous vous rendez compte ? Non, mais ils ont rajouté des trucs numériquement, mais ils l'ont fait en vrai. Et c'est vrai que c'est un peu les seuls moments de... Je vais pas dire folie visuelle, parce que le film te crée de la folie visuelle tout le temps, mais en termes d'excentricité, on va dire, c'est vraiment l'un des seuls moments. Alors que pour le coup, Paprika, il y a quand même toute cette parade qui revient à plusieurs moments du film, qui est extrêmement bruyante, où c'est vraiment de l'animation pure, où tu as vraiment juste des chara-design dans tous les sens. Bruyante et merveilleuse, et aussi flippante aussi. Il y a des... Exactement. Et c'est comme dans un rêve. C'est comme dans un rêve. D'ailleurs, si je peux caler un truc sur les décors, parce qu'on parlait des décors d'Inception qui sont très rigides et tout, je suis d'accord. Et pour moi, il y a une seule scène où vraiment le décor est un peu mou, on va dire, ou vivant, c'est quand ils sont à Mombasa. Donc que Cobb va chercher le personnage de Tom Hardy et qui a la course-poursuite, voilà exactement, qui a la course-poursuite avec les hommes de main de multinationale numéro 4 et que tu as ce passage où DiCaprio doit se faufiler entre deux murs extrêmement proches et qui pousse comme ça, comme si le mur était en train de se refermer, alors que non, mais il y a vraiment cette impression-là que le décor bouge et que tu dis, mais il peut pas juste rentrer le ventre et passer un peu. Non, a priori, non. Il est trop mangé au duty-free de l'aéroport. Je sais pas. Mais oui, pour le coup, le reste est très très froid. Et je parle pas du décor dans la neige plus tard. Et pareil, ce décor dans la neige, c'est une forteresse qui est très solide, qui pour le coup a été construite sur pilotis parce qu'elle se devait de pas être solide pour exploser à 3 reprises. Parce qu'ils l'ont fait en réel 3 fois. Oui. Merde. Ça devait être un bonheur à filmer. Les CGI, c'est pour les faibles. Après, c'est toujours un mélange de tout, mais même les explosions ratées sont quand même dans le film à certains moments parce qu'ils ont des angles intéressants, ils ont des effets qui sont intéressants. Au niveau de la mise en scène, on a aussi une mise en scène très rigide dans Inception avec, je vais pas dire des plans fixes, mais c'est toujours des plans qu'on connaît avec une certaine dose de rêve qui vient se rabattre par-dessus, comme la ville de Paris qui se rabat. Dans Paprika, on a une caméra qui bouge dans tous les sens. Qui est dû au fait que ce soit un film d'animation, forcément, parce qu'on n'a pas de contraintes techniques, on peut poser la caméra où on veut. Et justement, on a une caméra très libre, notamment dans les mondes des rêves, parce qu'on a vraiment une différence de mise en scène dans le monde réel, où pour le coup, c'est... Normal, c'est statique. C'est très statique, alors que le monde des rêves, c'est beaucoup plus fluide. Encore une fois, que ce soit en termes de mise en scène ou en termes de décor. Et justement, dans la version 4K du film, ici, ils ont retravaillé les couleurs, et notamment le HDR, pour avoir des couleurs, un HDR plus faible dans le monde réel, et un HDR plus élevé, pétant avec des couleurs qui pètent dans tous les sens, quand on est dans le monde des rêves. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est le HDR, pour les gens qui ne sauraient pas ? Je saurais même pas te résumer ce que c'est. C'est une superposition de 3 images différentes, qui pour en créer une autre, je crois. Voilà, c'est lié à la résolution. Ouais, c'est ça. En gros, grosso modo, c'est... J'ai assez de mal à résumer le concept, mais... Parce que des fois, je me rends compte qu'on utilise des fois certains termes
Et on ne les comprend pas. Que des fois on ne les explique pas forcément et pour nous ça peut paraître évident parce que c'est voilà, parce qu'on aime le cinéma et tout, mais Pour moi, la HDR, c'est tu veux des belles couleurs, tu sais, c'est le mode sur PS5, tu sais. oui. Tu veux des meilleures couleurs, mais le mode HDR. Ouais. Quoi, ta télé n'est pas compatible? Tant pis. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, sur les télés, il y a un truc que je trouve absolument affreux, c'est le smooth, le flou de mouvement en fait sur la télé. Oui. Pour te simuler une image 60 fps alors qu'elle est en 30. Ouais, voilà, du coup, ça rend dégueulasse. Oui, bah c'est comme ça que c'est l'argument de la PS4 Pro. Pour Oui. te dire, oui, on fait tourner des jeux en 60 images, mais c'est Ouais. c'est du C'est pas émulé, vrai. enfin, c'est Oui. pas du vrai. Oui, oui, surtout quand tu passes de la PS4 à la 5, là, tu fais c'est c'est pas. du Ah non, ah non, ah non. Et ouais, alors qu'au cinéma, on a du bon 24 images secondes, et où justement, beaucoup de gens habitués aux 60 images par seconde en jeu vidéo vont voir des films et se disent, mais mon Dieu, mais enfin, je perçois les images, je ne perçois plus le mouvement, je perçois que des images, tu sais, comme des mouches. Ouais. Les mouches, Ouais. elles perçoivent pas le mouvement de la même manière que Mais nous. ça me fait pas du tout, tu vois. Ouais. Pourtant, je joue à des jeux en 60 FPS, mais Et- au cinéma, jamais ça me. Et c'est un truc qui m'avait dérangé pour le coup dans Avatar 2. Parce qu'il y Oui. avait certaines projections qui étaient en. C'était quoi le nom? Enfin, c'était un nom un peu pompeux pour te dire qu'en gros, il y a des moments où tu es en 24 images, il y a des moments où Oui, t'es en c'est le 60. high frame rate, je crois. Ouais, c'est Oui, ça, c'est le même pas H- ça. le HFR. Oui, c'est ça. Je crois que c'était même pas du 60, c'était du 48. Ouais, c'était un peu bizarre. Ouais. Mais un peu comme le Hobbit. Ouais, oui, mais le Hobbit, pour le coup, il était en HFR tout du long. Mhm. Et je crois que c'était Gemini Man avec Will Smith, qui Ah. était, pour le coup, enfin, il y avait des séances spéciales en 120 images par seconde. J'ai pas vu ça, mais Wow. ça doit être très bizarre. Et autant je sais que j'ai parlé à des gens qui n'ont pas du tout remarqué le truc, donc Oui. tant mieux. Le meilleur des effets au cinéma, c'est celui qui se remarque pas. Bien sûr. Et pour le coup, dans Avatar 2, ça m'avait vraiment dérangé. Autant j'ai adoré le film, Oui. autant, en fait, c'était pour des scènes d'action, et des fois, t'as une scène d'action où c'est en HFR, tu repasses à une scène où il parle pendant 2 secondes en Oui. framerate normal, Oui. et de suite après, on repart en HFR, et j'étais en mode, c'est bizarre, ça faisait jeu vidéo. En fait, t'as l'impression de regarder les télés qui sont en expo à la Ouais. Fnac. Ouais, Parce que des fois, ils le mettent, et justement, quand tu vois ces télés à la Fnac, tu te dis, il y a un effet, ok. Et ensuite, Ouais. quand tu vas chez des gens, tu te dis, mais cet effet, je l'ai jamais revu. Et en fait, c'est ensuite quand tu comprends que c'est un paramètre de la télé de mettre plus d'images, tu fais, c'est pour ça qu'il y a cet effet un peu bizarre, dégueulasse. Et pour refermer la parenthèse sur les jeux vidéo, ce que tu dis, c'est très vrai. C'est-à-dire qu'il y a des fois, des gens, je leur ai montré des vidéos ou quoi, ils ne voient pas la différence entre les 60 et 30 FPS. ouais. Alors que, je sais pas, ça me paraît logique, enfin, ça se voit que c'est plus fluide, quoi. En fait, on n'est pas habitué, vu qu'on perçoit pas, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, bah en fait, le 24 FPS, on utilise ce framerate parce que c'est le framerate naturel de l'œil. C'est Mhm. pas vrai, on voit pas dans un framerate Non, comme ça, on voit pas des images. c'est de la simulation, c'est de la C'est la triche. simulation de mouvement. C'est comme en animation. Alors, Paprika, je sais pas à quel framerate il marche, mais en Je sais général, pas. on est plutôt sur du 12 images secondes. A priori, oui, mais. En gros, le mouvement au cinéma, c'est une succession d'images. Mhm. Donc, à partir de. Je crois que 8, c'est très saccadé. 12, on commence à avoir un mouvement. 24, on a un mouvement qui est fluide. Et justement, après 30, enfin, tu passes 30, tu arrives sur un mouvement qui est trop fluide pour l'œil. Oui. Et justement, ça crée un truc un peu bizarre, tu vois. Qui peut être pratique. Je comprends l'idée dans des scènes d'action où chaque mouvement, chaque détail de mouvement va être important. Et c'est important de voir chaque détail et de pas sauter des images et que tu peux perdre une information. Mais pour moi, ça n'a pas de justificatif. Autant dans un jeu vidéo, c'est largement justifié. Parce que justement, comme tu es au cœur de l'action, tu as besoin d'avoir des réflexes, d'être précis, tout ça. Autant dans un cinéma. Non. Surtout qu'en plus, même pour les jeux, autant la différence entre 30, 40 et 60, je la vois. Mais au-delà de 60 FPS, genre les gens qui disent, ouais, je joue sur mon PC, je suis en 120 images par seconde, je ne vois aucune différence avec le 60. Alors, encore une fois, c'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude. Mais c'est peut-être Mais- toi, mais pour ce le que, coup, ce que tu ressens, c'est peut-être ce que les gens Oui, ressentent non, entre mais le 24 et le 60. C'est tu vois. peut-être ça, mais je sais pas. Parce que je me dis, au bout d'un moment, enfin, c'est comme les certaines caméras qui filment en 8000 images par seconde ou pour faire des ralentis, tu vois. Ouais. Ou, bah oui, quand c'est au ralenti, tu le vois, mais si c'était filmé si c'était passé à vitesse normale, où est-ce que tu le verrais? Non. Mais pour le coup, ils ont dû utiliser, je pense, dans Inception, pour revenir à Inception, une Oui. caméra qui doit filmer en 8000 images par seconde quand ils filment la voiture qui tombe dans Mhm. l'eau. Oui. C'est ultra ralenti. Et pourtant, on reste justement sur du 24 images par seconde. C'est-à-dire que ils ont dû filmer à un framerate qui doit être gigantesque. Mhm. Même la scène où Dom Cobb il tombe dans l'eau Oui. en arrière, le ralenti n'est pas toujours le même sur chaque scène, Oui. enfin, sur chaque plan où on le voit tomber. Et
je me dis waouh, enfin le niveau de fluidité qui atteint, tu vois dans des vieux films quand ils font un ralenti, tu sens qu'ils font un ralenti parce que le framerate il baisse et tu vois les images. Rien qu'au niveau mise en scène, les ralentis de Inception, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Voilà, qui sont on parle souvent des ralentis de Snyder dans ses films qui ont une valeur esthétique avant tout. C'est vrai que Nolan en fait une autre utilisation justifiée par la mise en scène. Et ça, c'est fou. C'est quel film que t'avais en premier? C'est Inception ou... Inception. Ok. L'œuf ou la poule? Mais Paprika, je l'ai revu au moins 4-5 fois après. D'accord. Et Inception, je l'ai vu 2 fois. Ouais. Mais dont une pour le revoir là pour le podcast. Hein, donc, Mais est-ce que t'étais allé voir Paprika aussi en te disant c'est le film qui a inspiré Inception, ou c'est juste t'es tombé dessus parce que t'explorais Non, juste je suis tombée dessus parce que Japon. Parce que Japon, c'est formidable. Finalement. Et ouais, non, et justement, pour revenir sur le Japon, l'auteur, donc il faut savoir que Paprika, à la base, c'est un roman écrit par Monsieur Tsutsui. Et en fait, ce Monsieur Tsutsui, il a dit que de base, il voulait être adapté en film avec des acteurs, sauf que c'était trop onéreux à faire. Et c'est lui qui a contacté Satoshi Kon lors d'une convention pour lui dire « Est-ce que tu serais intéressé ?» Et Satoshi Kon, des années avant, il avait lu le bouquin, il s'était dit, ça serait trop cool de l'adapter. Donc les grands esprits se rencontrent. Ça, c'est beau quand même. ça, c'est cool. Ouais. C'est vrai que c'est une belle histoire. Cool. Voilà. Et l'histoire ne se termine pas là, parce que cet auteur, Monsieur Tsutsui, joue un rôle dans le film. Oui. Et il joue le barman. Alors, un des deux barman. Le grand ou le petit? Le petit. Le petit. Celui de droite et celui de gauche est joué par Satoshi Kon. Ok, c'est marrant. Et justement, il a été très investi sur le tournage, Monsieur Tsutsui, déjà parce qu'il considérait Paprika comme son chef-d'œuvre littéraire, comme ce qui surnomme le summum du divertissement pour lui, ça va, le mec a des chevilles. Pourquoi pas. Et justement, il s'est beaucoup investi dans le projet, et notamment à certains moments dans le doublage, et où justement ça foutait une pression monstre à Satoshi Kon qui était en mode waouh, il y a le maître qui est à côté quoi. C'est à quoi ça me fait penser? Non. Quand Denis Villeneuve il a fait Blade Runner 2049 et qui a Ridley Scott, qui disait que quand il avait Ridley Scott derrière il avait la pression de fou. Alors que Ridley Scott il était juste là en mode c'est cool, j'ai envie de voir ce que tu fais, tu vois. C'était pas dans un souci de il faut faire attention, non, il était là parce que ça l'intéressait, tu vois. Bon, si, parce qu'il est producteur du film. Qui était en train de suer. Voilà, j'imagine. Après il lui a fait vraiment valider chaque scène, les musiques du film et tout, et puis à chaque fois il était en mode mais c'est génial. Alors que le film s'éloigne énormément du roman. En fait, le roman est très... alors, il y a cette histoire de décémini, tout ça, mais en fait, le roman est beaucoup plus axé sur la psyché des individus, ce qui est relativement absent du film, tout de même. Et c'est un truc qu'on retrouve plus dans Inception, justement. Oui. Et Inception emprunte au film, emprunte aussi beaucoup au livre, je trouve. Alors, j'ai pas lu le livre. Souvent, c'est quand même assez récurrent que dans les épisodes, on dise que c'est inspiré de livres, machin. Et qu'après, on rajoute. En fait, mais j'ai pas lu le livre. Je me suis juste renseigné sur le machin. Dune, tu l'as lu? Dune, je l'ai lu 2 fois. Ouais. Mais Mortal Kombat, tu l'as lu? Il y a des comics, Mortal Kombat. Paprika, c'est vraiment un film. Alors, c'est le dernier film de Satoshi Kon, puisqu'il est mort, on le rappelle. Et c'est un film qui représente aussi beaucoup de ses obsessions, notamment un personnage qui a une double personnalité, et c'est vraiment un truc qui est hyper récurrent, même dans sa série Paranoia Agent, on a aussi un personnage qui a une double personnalité, et surtout c'est pas juste un personnage qui un peu comme dans certains films a 2 aspects de sa personnalité. Là on a vraiment 2 chara-design différents parce que ça s'exprime au travers de l'animation aussi. Paprika, c'est un personnage qui a des traits assez rond, qui a des yeux qui sont énormes surtout, alors que le personnage Datsuko, justement, elle a des yeux beaucoup plus refermés, des traits très beaucoup plus pointus, et ça va avec son caractère de femme très sévère, très fermée, et qui finalement à la fin s'ouvre un peu et ouvre son cœur. C'est beau. C'est beau. Et ça, c'est un truc aussi par rapport à Inception. Dans Paprika, on a un personnage qui, au début, est très froid, refuse d'admettre des sentiments, refuse d'admettre qu'elle a tort. Et à la fin, elle accepte. Elle accepte l'erreur, elle accepte l'amour, et ça, c'est magnifique. Les personnages évoluent, mon Dieu. Mais dans Inception, c'est le contraire. On se retrouve avec un personnage qui est complètement névrosé à cause de son amour tragique. Parce que quelle idée de tomber amoureux de Marion Cotillard. Voilà, désolé. Et surtout qu'elle est déjà prise par Guillaume Canet. Mais...
et qui finalement arrive à mettre de côté ce trauma pour devenir un meilleur père. D'ailleurs, Et revoir le visage de ses enfants. je suis désolé. Et je l'ai fait remarquer quand on a vu le film. C'est la scène où tu vois, donc le flashback, où tu vois Marion Cotillard, donc le personnage de Mel, sauter par la fenêtre. C'est une scène qui est tragique en soi, parce que ça explique... parce que tu comprends pourquoi DiCaprio, du coup, il est en fuite, parce qu'il est accusé à tort de sa mort. Que c'est une scène où, voilà, où le personnage est tellement déconnecté qu'elle pense qu'en mourant, elle se réveillera. Et au final, non, parce qu'elle est dans la vraie vie. Et c'est vraiment quelque chose qui est censé être dramatique, mais pourtant, t'as ce plan où quand elle saute, tu la vois tomber en T-pose. Donc, pour ceux qui voient pas ce que c'est, Je me suis fait la réflexion. pour ceux qui voient pas ce que c'est la T-pose, c'est quand tu as les bras tendus en équerre et les pieds bien droits. Et t'as vraiment ce plan d'une seconde où tu la vois tomber comme ça, comme si c'était un mannequin. Et t'as DiCaprio qui fait « Oh non !» comme ça. Et ça rend le truc tellement drôle. Et à chaque fois, je pète un fou rire devant. Est-ce que c'est pas un running gag, les morts de Marion Cotillard dans les films de Nolan quand même? Ah, merci. Mais pour le coup, je trouve cette mort 10 000 fois plus drôle que celle de Dark Knight Rises. Ouais. Tu vois. Voilà. Elle a joué la môme, Edith Piaf qui revient dans le film. Oui. Transition pour parler des musiques. Putain, mais c'est un truc de... Incroyable. Puisque les musiques de ce film sont composées par le grand, l'illustre Hans Zimmer, n'est-ce pas? À qui alors la musique de Inception est absolument géniale, comme dans beaucoup de films de Nolan, où il a composé les musiques. Mais on reproche souvent à Hans Zimmer de faire un petit peu toujours le même style de musique, avec un petit peu toujours les mêmes instruments, même si aller chier dans un bol. Allez composer une partition, Ouais, je vous mets au défi. On pourrait dire pareil pour John Williams, hein, et pourtant... J'ai vu Hans Zimmer, un concert des reprises de musique de Hans Zimmer, j'ai chialé, parce que c'était magnifique. Bref. T'es pas objectif en fait. Non. Mais par contre, les musiques de Paprika, Oui. les musiques de Paprika qui ont été validées par l'auteur, donc, sont uniques. Mais vraiment uniques. C'est-à-dire que ce sont des musiques qui ne collent que à Paprika. Tu ne peux pas les mettre sur autre chose que ce film. Ne les mets pas sur un film de Nolan, ce sera absolument hideux. Ça colle pas du tout. C'est vraiment la musique de la fanfare. C'est pom 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 pom. Bref. Si tu peux le mettre sur la mort de Marion Cotillard, justement. Et d'ailleurs, en parlant de musique dans Paprika, il y a un moment, un sample de la musique de Paranoia Agent, donc l'animé qu'il avait... Ok, Voilà. qu'il avait fait juste avant. Du Voilà, coup, la c'est série ça. animée qui est disponible sur Prime Video. Mais ouais, en fait, on a vraiment une fanfare avec... je sais pas quels instruments ils ont utilisés, mais j'ai l'impression qu'ils ont mis tous les instruments du Vraiment, monde. c'est l'impression que ça donne. C'est un chaos, t'as l'impression qu'ils se battent tous les uns entre les autres pour essayer d'être l'instrument qui ressort le plus. Et ça colle tellement bien aux scènes. Et franchement, le reproche que j'ai envie de faire quand même, c'est que les musiques sont sous-exploitées dans ce film. C'est vrai. On les entend trop peu, je trouve, par rapport à leur qualité. Et elles ont été retirées de Spotify en plus. Faut les trouver sur YouTube maintenant. Mais voilà, bref, ces musiques sont incroyables. Elles collent tellement bien à l'ambiance du rêve. Voilà. Je sais pas si Inception... Oui, certes, c'est du Hans Zimmer, mais c'est pas original non plus. Quoi. Non, enfin, faut pas abuser. je veux dire, c'est un thème qui est quand même très très reconnaissable. Je veux dire, comme tu l'as dit, on peut dire ce qu'on veut de Hans Zimmer, mais bon, c'est sûr que pour les films mineurs, je comprends qu'il se fout le pas trop. Voilà. Même si, bon, quand même, mais pour les films où on l'attend, je trouve qu'il répond toujours présent, tu vois. J'avais peur pour Dune. Bon, finalement, non, tu vois. Bah oui. Il fait un énorme boulot. Ce qui a aussi permis indirectement à Ludwig Göransson de bosser avec Christopher Nolan pour Tenet et Oppenheimer. Alors autant Tenet, j'aime pas spécialement, mais je trouve que la musique est très très cool. Et celle d'Oppenheimer, j'en parle même pas. Elle est incroyable. La folie. Bien sûr. Bien sûr. Je voulais rebondir aussi sur, c'est vraiment un tout petit rebondissement, mais sur l'art aussi dans les deux films. C'est par rapport à ce que tu disais sur le fait que Nolan faisait quelque chose de très carré, très dur. Rigide, voilà, c'était le mot. On a aussi ça via l'art qu'il choisit de représenter dans Inception, notamment avec les tableaux, il me semble, d'Autodix. Je suis pas certaine, mais en tout cas, c'est des tableaux très, très cubistes, très... C'est dans quelle scène, les tableaux? Je les vois pas. C'est tout au début, en fait, quand ils sont dans l'esprit de Saito, et que c'est là qu'il dit « Ah ouais, c'est pas l'esprit de Saito, ça, c'est l'esprit de Joseph Gordon-Levitt. » C'est vrai, par rapport au style. Voilà, et aussi la scène de l'escalier, donc l'escalier de d'Escher, l'escalier infini, qui apparaît 2 fois, et qui... J'adore cette œuvre, mais c'est mieux sur le tableau. Qui sont des scènes qui marchent très très bien. Oui. Qui, pour le coup,
ce sont des scènes typiquement de films d'animation. C'est vraiment des scènes qui seraient faciles à faire en film d'animation. Et là, ils l'ont reproduit en réel, au millimètre près, avec des mouvements de caméra pour révéler la subtilité. Quand il se bat contre le type au bout des escaliers, que la caméra plonge d'un coup Oui, comme ça. ouais. C'est stylé. Ça rend très bien, ouais. Et dans Paprika, par contre, c'est plus, encore une fois, c'est un florilège d'inspiration. Bah, il y a du folklore japonais, je ne saurais pas dire tout lequel, mais il y en a. Pas assez calé. Non, et non, pas encore. Mais par contre, il y a aussi de l'art occidental, comme le tableau du Sphinx. Et là, encore une fois, c'est super organique, c'est hyper détaillé, et ça colle bien avec le film. Plus la représentation d'Oedipe qui est Et oui, explicitée en plus, pour le coup dans le en film. plus, oui. Donc Oedipe aussi parce que on a ce personnage du méchant qui a deux personnalités lui aussi. Oui. Et d'ailleurs, pour le coup, c'est vraiment deux personnages différents. Je sais pas si t'as remarqué, mais je lui avais fait la réflexion pendant le film. Au tout début, quand ils sont dans l'atelier d'Imuro, celui qui a créé la Décimini, tu as le personnage donc du méchant qui se promène dans la chambre et à un moment, il voit sur le côté une revue pornographique gay. Et il prend l'air dégoûté. Et plus tard dans le film, on voit que, bizarre. Bizarre. Étrange. Et je trouve que ça marche encore bien dans ce thème de la dualité et de choses que tu n'acceptes pas pour ton alter ego. Du coup, aussi, une grosse différence, c'est l'usage du rêve dans les deux films. C'est-à-dire que dans Inception, on a quand même un usage, comme tu disais, très entreprise marketing, avec la volonté de manipuler les personnes. Alors que dans Paprika, au début, le but, c'est quand même un usage thérapeutique, de base. Après, ça part en couille, mais... Après, pour le coup, on n'a pas l'histoire avant Inception. On ne sait pas pourquoi cette machine a été créée. Mais on sait que c'est établi dans le monde que... Enfin, en tout cas, que dans le lore, les personnages, en tout cas des multinationales, connaissent l'Inception, la cible elle-même le connaissait. Mais oui, parce qu'en plus, il s'est entraîné à lutter contre ça. Techniquement, est-ce que Paprika, ce serait pas un prequel ? Il s'entraînait à lutter contre l'extraction des rêves, pas contre l'extraction. Mais est-ce que, du coup, Paprika, ça serait pas un prequel, un petit peu, à un certain degré de Inception, justement, du début de la technologie des rêves. Et en fait, Saito, il travaillait pour Paprika. Non, mais c'est vrai. Ça pourrait. Hein. Parce qu'à un moment donné, cette technologie, elle a été créée, peut-être enfin, a priori, quand une technologie est créée, c'est souvent pour de bonnes conditions, pour de bons usages. Et là, justement, c'est pour servir un certain capitalisme, quand même, puisque c'est vraiment pas le sujet central du film. Même c'est très expédié à la fin. C'est juste, on sait qu'ils ont une mission, ils sont embauchés pour une certaine somme d'argent, pour en plus des procès pour le personnage principal, pour le bien d'une multinationale dont on se contrefout complètement, on sait pas vraiment ce qu'ils font, on s'en fout. Et même on sait qu'ils sont pas très sympas. Voilà, c'est juste eux qui tirent les ficelles, ils financent, et puis à la fin, leur plan a marché, on comprend globalement dans l'idée de pourquoi ça a marché, de pourquoi l'Inception s'est faite, mais on s'en fout, on n'a pas les conséquences de tout ça. L'histoire, c'est pas les multinationales, c'est les personnages au milieu de ça. Saito l'explique brièvement, il lui dit c'est juste pour pas qu'il y ait le monopole complet de l'industrie mondiale. Quoi. C'est des histoires de business. C'est très basique. La preuve que c'est juste du business, c'est qu'au début, ils font une extraction dans Saito, et au final, Saito, comme il paye plus cher, les personnages ils changent de camp, ils en ont rien à foutre de qui c'est à partir du moment où ils filent l'argent. C'est des vrais mercenaires. C'est des mercenaires. Et dans Paprika, on a justement ces personnages qui créent une technologie. Donc on a ce personnage colossal de Tokita, qui justement c'est un doux rêveur. C'est un mec qui crée une machine, c'est un génie absolu, il crée une machine pour justement pouvoir explorer les rêves parce que c'est cool. Et tu as justement cette multinationale qui arrive, qui se dit tiens, ça serait vachement bien si on se l'appropriait et qu'on faisait du business avec. Qu'on faisait du business avec, non seulement du business, mais surtout on a ce personnage du méchant qui est en fauteuil roulant, et qui, à la fin, va littéralement manger le monde. Peut-être que je vois de la lutte anticapitaliste partout, mais quand même, on a quand même un personnage colossal, riche, qui dévore littéralement le monde, et on a justement Paprika qui va venir l'affronter et le manger à son tour en plus. Tu parlais des scènes où justement le méchant s'approprie. Ça me fait penser à la scène où t'as Paprika qui est allongée inconsciente et que t'as le méchant qui passe la main dans elle, mais dans elle comme s'il a traversé en fait, comme si elle était faite de mousse, enfin je sais pas, et
Vraiment, tu vois qu'au début, il l'enfonce au niveau du bas-ventre, et ensuite, il remonte à la Il la tête. déchire. Et ouais, la façon dont c'est animé, je trouve, C'est tellement bien fait. C'est très dérangeant, mais c'est super bien. Enfin, c'est super, Ah, mais ouais. c'est une scène qui est faite pour être dérangeante, hein, Ouais. je pense. Et ça, je pense qu'en live action, Ah, c'est impossible. Ça n'aurait Bah, pas marché. Surtout qu'on a le personnage de Paprika, justement, qui va s'ouvrir pour dévoiler le personnage, je sais pas son... Comme un papillon. Datsuko, le personnage d'Atsuko qui est dessous Mm. comme un papillon, effectivement, qui mue. C'est fou. Quand on parle du rapport au rêve dans les films, il y a plusieurs moments où on est un peu perdu. Ou comme les personnages aussi, on ne sait pas vraiment si on est dans le rêve ou dans la réalité. La différence, c'est que dans Inception, il y a ce concept d'objet totem qui leur permet de savoir s'ils sont dans le rêve, s'ils voient l'objet, s'ils voient pas l'objet, machin. Alors que dans Paprika, on ne sait pas. Ils arrivent à peu près à se repérer, mais même nous, des fois, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui est le rêve, qu'est-ce qui est la réalité. Je veux dire, le personnage du flic, il peut rentrer dans le rêve juste à travers un site internet. Ça, c'est quand même une idée de fou. C'est vrai. Il rentre dans le site et juste le plan d'après, il est dedans, alors qu'en soi, tu sais pas si... On s'en fout, Oui. c'est de l'animation. Encore une fois, il faut pas toujours chercher à tout comprendre. Et dans Inception, on a ce concept des rêves dans les rêves, dans les rêves, dans les rêves, qui vont modifier la perception du temps aussi. Et c'est une obsession de Nolan. Et on parlait des obsessions de Satoshi Kon, justement, de ce personnage de double personnalité. On retrouve aussi cette obsession du temps chez Oui. Nolan, qui est exploitée ici, qui est exploitée évidemment dans Interstellar. Dans Tenet, c'est littéral. Dans tous ces films, en fait, même dans Batman, les idées de course Même dans le lutte contre le Prestige. temps, même dans le Prestige, Memento. Memento, Parce que la mémoire, quelque part, c'est... même dans Oppenheimer, Oui. on voyage à différentes époques du temps, le temps qui passe, le temps, on La lutte course à contre le temps. la montre pour la... Bien sûr. Voilà, ce sont des films qui sont aussi importants pour leurs réalisateurs, les deux, qui représentent toutes leurs obsessions. Autant dans Inception, on va avoir ces rêves imbriqués les uns dans les autres qui vont, à certains moments, avoir un petit peu d'influence sur ce qui se passe, notamment le défibrillateur qui va générer des éclairs, la bassine qui va générer une inondation, qu'ils ont fait en vrai, Le fait que Saito soit blessé, le fait que Saito soit blessé, qui se répercute dans ses rêves après. et qu'il est de moins en moins blessé, mais quand même. mais que pourtant, il se meurt, quoi. Exactement. Et dans Paprika, on a pour le coup les rêves qui fusionnent, les rêves qui viennent rentrer les uns dans les autres sans demander la permission. L'autre, il est en train de rêver qu'il est dans sa salle de cinéma, et puis d'un seul coup, t'as la fanfare qui va débarquer, qui va juste tout casser. Et c'est genre complètement dingue visuellement, jusqu'à le rêve qui va venir rentrer dans la réalité, et donc qui donne encore une fois cette scène incroyable. It's showtime, comme ils disent, avant de se jeter du haut d'un immeuble, où les humains au milieu de ça vont venir se métamorphoser en objets, en grenouilles, en machin. Enfin, c'est une fou. folie visuelle. Paprika, je trouve ça complètement Incroyable. dingue. Enfin, ouais, voilà. Après, encore une fois, on est assez fan du film. Mm, mm. C'est quoi ton film préféré parmi les deux? Bah, Paprika, je l'ai vu du coup là pour le podcast récemment, donc on va dire faut que le temps que ça germe. Mhm. Donc comme ça évidemment je te dirais Inception parce que je l'ai vu pour la première fois il y a quelques années, là j'ai pu le revoir. C'est un film que j'aime beaucoup. Oui, c'est parti, mais voilà, c'est vraiment un film que j'aime beaucoup. Paprika. Faudra que je vois aussi d'autres films de Satoshi Kon du coup pour Ah oui. parce que Oui, forcément oui, oui, Il n'y en a pas beaucoup, oui voilà. mais ils sont Ça va, exceptionnels. Ce qui fonctionne aussi avec Inception, c'est que quand t'as aussi le reste de la filmo de Nolan en tête, donc c'est pas très objectif si je te dis Inception, Mhm, je mais comprends. ça va être plus intéressant pour vous parce que vous connaissez le film depuis plus longtemps. Et Satoshi Kon, c'est quoi le film que tu lui recommandes de regarder? Tokyo Godfather. Ah, tous. C'est le seul que j'ai pas vu. Bah, j'ai pas vu Millennium Actress. Perfect Blue, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, mais j'en ai gardé un bon souvenir. Pour le coup, si toi tu préférerais Perfect Blue, D'accord. te connaissant. C'est très psychologique. Oui. C'est vraiment un thriller psychologique. Perfect Blue, Même un de slasher limite. de paranoïa complètement. On parle des autres films de la filmo, des films de leur réalisateur. Ce sont des films qui entretiennent quand même un certain rapport au cinéma. Alors, le cinéma dans Paprika est très littéral, pour le coup. Il y a même un moment donné où le personnage Montre son film. voit l'affiche de Tokyo Godfather aussi. C'est vrai. De ces trois films. Ah, il y a aussi les autres? Oui, il y a les autres. Ah, je sais pas. Il y a vu. Millennium Actress et il y a aussi Perfect Blue. Ok, j'ai Ouais, vu ouais. que... Enfin, j'ai repéré que Tokyo Godfather, mais ok. Bon, là, pour le coup, c'est fait exprès, parce que c'est de l'animation, mais ce que j'adore, c'est dans des films, quand ils tournent en vrai dans une ville et que t'as des affiches de films qui sortent à ce moment-là, bah, pour prendre un film de Nolan, au début de The Dark Knight, avant que le Joker ne braque la banque,
où il y a ce plan, tu sais, où on le voit de dos avec le masque de clown dans sa main. Au fond, il y a une affiche de Spider-Man 3. Ah ouais. Parce que le film a été tourné en 2007. Donc il y a une affiche de Spider-Man 3. Oh, étonnant, voilà. ça te plaît, ça. Non, mais c'est toujours sympa de voir ça. Eh oui, oui. Comme là, hier, je regardais la série Banshee avec Anthony Starr, donc série qui est sortie en 2013. Et à un moment, il roule dans New York et en énorme sur un mur, il y a une affiche pour The Amazing Spider-Man 1 qui était sortie en 2012. Donc voilà. Ce genre de truc, je trouve, ça ancre un peu dans la... Même dans l'instant, tu vois, parce que c'est des affiches forcément de films qui sortent à ce moment-là. Après, là, pour le coup, on est dans le rêve. Donc, Oui. c'est davantage aussi le rêve du réalisateur. Bien sûr. Et Inception, ça va être un peu autrement. C'est-à-dire que quand il voyage dans les niveaux, c'est un peu toujours aussi inspiré de films. La scène dans la neige, c'est inspiré de James Bond. Les personnages ne doivent pas construire des lieux niveaux connus, ouais. qu'ils connaissent. Et donc forcément, il s'inspire d'autres choses, comme un réalisateur va s'inspirer de ses films, enfin de films qu'il aime, pour créer d'autres choses. Et c'est vraiment l'idée. Et en gros, quand tu te balades dans les décors de Inception, c'est que de la référence au cinéma. C'est ou à l'inconscient collectif. C'est comment est-ce que tu imagines un temple japonais ? Je l'imagine comme ça. Et comment mettons, le moment où Joseph Gordon-Levitt montre le concept de l'escalier. C'est comment est-ce que tu imagines des bureaux, genre un open space, des bureaux d'un grand truc, c'est grand, c'est spacieux, il y a des escaliers, il y a des machins, ça va dans tous les sens. Ça n'a pas vraiment de sens, mais c'est un peu dans l'imaginaire. C'est quand tu rêves que tu es dans ces décors, c'est vraiment ce que tu imagines, quoi. Et au niveau des décors aussi, moi, ce que j'avais beaucoup aimé dans Inception, c'est à la fin. Déjà, je trouve que c'est assez terrible comme fin. Parce que quand même, ils ont implanté l'idée que ce père, en fait, il était pas si méchant, alors que c'était un énorme connard. Mais aussi, ce que j'aimais beaucoup, c'était le fait que, comme on était dans l'inconscient de Fisher, c'était glacial. C'était un univers sans vie, c'est clinique aussi. Et même, justement, oui... c'était pour revenir sur ça, la salle, la dernière salle, le boss final, la dernière salle clinique justement avec ses murs et tout. C'est très étrange. Moi, ça me faisait penser à l'Odyssée de l'espace. Oui. Et voilà, et du coup, oui, effectivement, c'est Est-ce que Nolan ne serait pas fan de 2001 Odyssée de l'espace ? Tu dis des dingueries. Non, je pose des théories comme ça, on n'est pas... Voilà. Est-ce qu'on accorde vraiment une importance si forte au scénario de Inception ? Est-ce qu'on s'en fiche pas un peu ? Moi, la première fois que j'ai vu Inception, j'étais en mode, c'est un film qui est censé te retourner la tête, faut essayer de comprendre. Pareil avec Tenet, faut essayer de comprendre. Et genre, c'est un peu le challenge, tu sais, moi j'ai compris 26% du film, bref. Oh putain, oui. Et on s'en branle, honnêtement, on s'en fout. Ce qui nous intéresse dans Inception, c'est l'image. Ce qui captive, ce qui reste en mémoire à la fin, c'est les images, c'est la mise en scène. Et c'est pareil dans Paprika. Et l'auteur du roman le disait. L'auteur disait, c'est le summum du divertissement. Satoshi Kon a envisagé Paprika comme un film de divertissement. Il faut que tu vois ça, que tu aies des étoiles dans les yeux. T'es pas là pour réfléchir en regardant Paprika. Faut pas chercher du sens à ces scènes de est-ce que c'est vraiment réel ce qui se passe quand t'as le rêve qui déboule dans la réalité ? Est-ce que c'est réel pour les personnes ? On s'en fout. On est dans un film. Et ce qui ramène également à la fin de 2001 Odyssée de l'espace, qu'on va pas spoiler, mais où il faut pas essayer de comprendre. Il y a beaucoup de gens qui sont en mode oui, c'est bien, mais la fin, ou il a voulu dire ça. Non, c'est du cinéma, on te montre des images. Tu n'es pas là pour comprendre les images, tu es là pour... les images te racontent quelque chose, mais est-ce qu'elles te racontent quelque chose de concret ? On s'en fiche, c'est le concept du cinéma. Là, pour le coup, on est dans du cinéma pur. Et c'est vraiment comme ça que Satoshi Kon a envisagé Paprika, et c'est comme ça, je pense, que Nolan envisage son film en tant que divertissement, et c'est là qu'il met surtout à l'amende tous les films qui disent nous on est là pour avant tout être un divertissement, on n'est pas là pour être du cinéma, on est là pour être du contenu. Non, tu n'es pas divertissant. Inception, c'est divertissant. Tu vois Inception, t'es en mode waouh, tu pètes ton crâne parce que tu vois des images de fou. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti à mon deuxième visionnage pour préparer cette émission. Et justement, en abordant le film en mode on va regarder ce qui se passe, justement en ayant vu Paprika et en me disant on va profiter. Et c'est là que j'étais vraiment émerveillé, c'est là que j'ai vraiment ressenti le génie d'Inception et que je me suis dit mais waouh, c'est vrai que c'est... Bref, c'est un film qui m'a passionné à mon deuxième visionnage, alors qu'il m'avait laissé assez indifférent à mon premier. Voilà, en me disant,
oui, c'est un film, mais en même temps, c'est vachement compliqué quand même, machin. Et en fait, quand tu te libères quand de tu te ça. libères de ça, voilà, ça fait partie de ces films qu'il faut revoir une deuxième fois, mais pas pour mieux comprendre. Pour mieux apprécier. C'est comme quand tu dis Shutter Island, ouais, tu l'as vu une première fois, mais il faut le revoir une deuxième fois pour vraiment tout comprendre. Non, c'est pas ça qu'il faut comprendre dans revoir le film. C'est pour mieux l'apprécier. Voir C'est tous les indices qu'il y avait que tu n'as pas vu parce que. Voilà, là, c'est vraiment pour mieux apprécier parce que justement, tu connais déjà l'histoire, donc c'est pas ça que tu vas regarder. Tu vas te concentrer sur d'autres aspects, tu vas t'ouvrir à de nouveaux niveaux de lecture. Et c'est aussi le concept de relier des films, c'est de voir des nouveaux niveaux de lecture que tu n'avais pas forcément vus au premier visionnage. Ce sur quoi on conclut ce 17e épisode de Rien à voir les films, où on a parlé donc de films qui abordent le rêve par des prismes différents, une certaine vision du divertissement, une certaine vision du cinéma, des décors dingues qui chacun représente un peu les névroses de leur réalisateur, qui représentent les ambitions et tout ce qu'ils essaient de représenter aussi par leur médium, que ce soit du film live, que ce soit de l'animation. Merci en tout cas beaucoup d'avoir écouté ce 17e épisode de Rien à voir les films. J'espère que ça vous a plu. Pour la prochaine fois, c'est à toi, Anouche, de choisir les films dont on va parler. Quels sont-ils ? Je vous propose du coup pour la prochaine fois Sleepy Hollow de Tim Burton et Les Frères Grimm de Terry Gilliam. J'en ai vu aucun. Non plus. Enfin, si, Sleepy Hollow, je l'ai vu, mais il y a longtemps. Ouais. Parfait. Et ce sera la deuxième fois qu'on parle de Tim Burton, la deuxième fois Ouais. qu'on parle de Terry Gilliam, puisqu'on l'avait déjà abordé dans le Holy Grail. Et en attendant, si ce soir vous n'avez rien à voir, vous pouvez retrouver Inception sur HBO Max, ou juste Max, je crois. C'est Max. C'est Max. Ce qui est nul à chier. Comme Nul à chier. Et Paprika en VOD. Et encore, je suis pas sûr parce que ça dépend. Il est hyper compliqué à trouver en France. Et en tout cas, les deux films sont disponibles en Blu-ray et en DVD. Et encore une fois, pour Paprika, c'est super compliqué de le trouver dans une édition française en format physique. Bonne chance. Et sinon, Pensez aux médiathèques. et sinon, vous savez comment trouver des films sans les payer. Bande de salauds. Merde. Chenapan. C'est pas cette caméra, c'est cette caméra qu'il faut que je regarde. Ah, c'est Eh oui. celle-là. Bande de salauds. Eh oui, non, mais j'ai l'habitude de. Ouais. Et en tout cas, merci beaucoup de votre fidélité. On se retrouve en septembre pour une nouvelle émission. Ciao, bye. Salut. Et salut. It's the greatest showtime! It's just a dream, then why do you exist? It's never just a dream, is it? You're here to corrupt one of my brightest and best. It's the chance to build cathedrals, entire cities, things that never existed. Convince me to honor our rich. So we can be young men together again. Donc c'est effectivement une très belle scène qui encore une fois est faite pour de l'animation. C'est un film d'animation qui n'est fait que pour de l'animation et qui ne serait pas possible en vrai. Et effectivement, Et ne le faites pas en vrai, par pitié. n'essayez pas de rentrer votre main dans le corps des autres. Je voulais dire de l'adapter en real action, mais...